lui dit le problème de la France et de la Grande-Bretagne, ce sont des grandes puissances militaires, mais elles n'ont pas de pétrole. Or, la Première Guerre mondiale a démontré que pour faire la guerre, il faut du pétrole. Et en 1918, le grand homme d'État britannique, Lord Curzon, a dit « Nous avons gagné la guerre sur un flot de pétrole. » Donc, il faut qu'il y ait du pétrole dans les empires coloniaux. Parce que sinon, vous achetez le pétrole aux États-Unis. Parce que c'est le premier producteur mondial. Mais vous dépendez des États-Unis. À ce moment-là, le Japon dépend, pour sa machine de guerre, du pétrole américain. Ce qui expliquera Pearl Harbor. Parce que les Américains avaient coupé le pétrole au Japon. Donc la question est absolument tangible. Et puis à côté de la guerre, vous avez tout le transport moderne, le moteur à explosion, etc., qui dépend du pétrole. Alors dans la région, la première région, enfin en dehors de l'Iran, qui est déjà en production pétrolière avant 14, vous avez l'Irak, avec l'Irak Petroleum Company. Et puis ensuite, dans les années, au début des années 30, on découvre et on exploite du pétrole dans le Golfe Persique, ou arabo-persique, je ne sais pas pour satisfaire qui, dans le cadre de filiales de l'Iraq Petroleum Company, de la British Petroleum et de compagnies américaines. Et puis, à la fin des années 30, on exploite du pétrole en Arabie Saoudite. On débute l'exploitation commerciale du pétrole en Arabie Saoudite dans le cadre de compagnies totalement américaines. Alors, ce pétrole change la valeur stratégique de la région. Bon, la région est une région stratégique, géostratégique, parce qu'elle est à la jonction des 3 continents. Donc, si vous voulez, pour passer de l'Europe vers l'Asie, il faut passer par le Moyen-Orient. Ça reste, c'est la géographie pure. C'est la route de Suez, entre autres. Mais la région perd de sa valeur comme route des Indes. Tout simplement parce que l'Angleterre est entrée dans un processus de dévolution des pouvoirs vers l'Inde, et que donc l'importance stratégique de l'Inde pour la Grande-Bretagne diminue progressivement. Après 1947, il n'y a plus de route des Indes, parce qu'il n'y a plus d'Inde britannique. Mais en revanche, le pétrole devient un facteur croissant d'importance stratégique et très progressivement, on commence à identifier arabe et pétrole. L'exemple type, c'est 1939, quand Hergé commence à publier une série qui s'appelle Tintin au pays de l'or noir, et qu'il s'agit de pays arabes. Ce qui montre que l'image commence à se construire dans cette période. Alors le nationalisme arabe est un peu en morte-eau dans les années 1920, parce que justement les élites sont en train de construire leur propre État à l'intérieur des systèmes politiques fixés par les Européens. C'est au début des années 30 que de nouveau les Arabes se rencontrent entre eux pour discuter de projets politiques communs, donc de développer un nationalisme arabe qui n'est plus un autonomisme évidemment, puisque maintenant il y a des États arabes, et qui va se trouver dans une situation difficile. Car en gros, les anciens alliés de la Grande-Bretagne durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les Hachémites, ont le projet de remettre en cause les partages impériaux et en particulier d'annexer la Syrie. Alors soit vous avez 2 projets possibles, soit c'est l'Irak hachémite qui s'empare de la Syrie, on appelle ça gentiment le croissant fertile, soit c'est la Jordanie hachémite qui s'empare de la Syrie, et dans ce cadre-là, on appelle ça la Grande Syrie. Alors ce sont 2 monarchies. Alors les nationalistes arabes qui ne veulent pas être hachémites disent qu'il faut que l'État arabe à construire soit une république. Donc vous avez une contradiction entre les élites au pouvoir qui se proclament nationalistes arabes, mais dont le premier objectif est d'éviter justement la création d'un grand État arabe qui irait à leur compétiteur. Et là, vous avez le même mécanisme que vous avez dans la politique intérieure. Dans la politique intérieure, quand vous luttez contre la puissance coloniale, vous luttez sur la ligne la plus radicale possible, c'est-à-dire que vos compétiteurs sur la scène politique intérieure, vous les traitez de lâches,
de la quête de l'impérialisme, d'instruments de la domination européenne, etc., tandis que vous, vous êtes la pureté. Une fois que vous êtes emparé du pouvoir avec ce discours, vous recommencez le cirque, mais au niveau entre États arabes. Vous traitez vos compétiteurs de lâches, de la quête de l'impérialisme, etc. Et vous, qui êtes le radical le plus pur, vous pouvez l'emporter. Second facteur, évidemment, en dehors de ces projets, pour ou contre hachémites, etc., c'est la question de Palestine qui pèse de plus en plus lourd à partir de 1936. D'abord parce que les Palestiniens ne comprennent pas pourquoi eux, ils n'ont pas un État arabe alors tous leurs voisins en ont un. Et ensuite parce qu'à cause du nazisme, vous avez l'arrivée massive de juifs européens qui fuient la catastrophe européenne. Alors je passe parce que ce n'est pas le sujet sur ces détails, mais sachez que la question sioniste devient une question centrale pour le nationalisme arabe. L'entre-deux-guerres est une période ambiguë pour la région sur le plan économique. D'un côté, vous n'avez pas de vraie montée du revenu par tête dans la région, d'abord à cause des dévastations de la Première Guerre mondiale, et ensuite parce que l'économie mondiale des années 20 et 30 est une économie en crise. Donc vous avez une stagnation relative du revenu par tête compte tenu de la croissance démographique très forte dans la période. En revanche, en termes de développement humain, la différence est considérable parce que vous avez une nouvelle révolution de transport et des communications dans l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, c'est l'arrivée de la voiture, du véhicule. Et ce fait, c'est le déclin des chemins de fer. Et maintenant, la route devient le moyen le plus considérable, le développement des transports. Et puis ensuite, l'avion apparaît à la fin de la période. Pour vous donner une image, avant 14, il fallait une semaine ou 8 ou 10 jours pour aller de Bagdad à Damas. Dans les années 30, il faut 36 heures en voiture. Et à la fin des années 30, vous avez des lignes aériennes qui commencent à apparaître et qui font ça en 3 ou 4 heures. Donc, les distances interarabes se réduisent en ligne isochrone, comment dire techniquement, de façon considérable dans les années 1930. Vous avez le téléphone. Les mandats sont gouvernés par le téléphone. Bagdad, Damas ou Beyrouth, l'Européen qui est en commande au commissaire, il appelle au téléphone ses agents, ses gouverneurs, ses sous-gouverneurs, et il a en communication directe, alors qu'à l'époque ottomane, ça n'existait pas, évidemment. Donc, et puis vous avez le début de l'électrification. Les grandes villes commencent à être électrifiées dans l'entre-deux-guerres. Ça avait déjà commencé à la fin de l'époque ottomane, mais l'électrification, réellement, est lancée dans l'entre-deux-guerres. Donc vous avez le paradoxe d'une stagnation relative du niveau de vie, alors que vous avez un changement considérable en matière de développement humain dans cette période, avec aussi une montée de l'éducation générale, en tout cas des classes moyennes. La Seconde Guerre mondiale est une guerre paradoxale pour la région. Elle est une guerre subie, puisque les Arabes ne sont pas acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Avant de commencer à entrer sur les polémiques de l'attitude des Arabes durant la Seconde Guerre mondiale, il faut bien comprendre que c'est une guerre dont les Arabes ne sont pas des acteurs. Ça se passe chez eux, mais contrairement à la Première Guerre mondiale où ils étaient acteurs, la seconde, ils ne le sont pas. Ensuite, à part quelques semaines de combat en Syrie et en Irak en 1941, la région est totalement épargnée, sauf le désert occidental de l'Égypte et la Libye, qui est la zone de guerre, qui est la guerre du désert, qui elle-même est une guerre paradoxale dans la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est la seule guerre sans haine de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'idéologie britannique et allemand et italien respectent les lois de la guerre.
dans la guerre du désert, ce qui donne la légendaire de la guerre du désert, alors que ailleurs, toute la Seconde Guerre mondiale et partout ailleurs, une guerre dégueulasse. En particulier, on tape sur les civils. Alors, dans le désert, vous n'avez que quelques Bédouins qui reçoivent le choc. Enfin, vous n'avez pas les bombardements de villes, les destructions, etc., qu'il y a dans le reste de la Seconde Guerre mondiale. Donc les Arabes subissent une guerre qui est par ailleurs une guerre, entre guillemets, chevaleresque. Ce qui modifie évidemment leur perception de la guerre et des acteurs de la guerre. Et c'est une guerre profitable. Parce que les Britanniques centralisent toute l'économie de la région pour une économie de guerre et procèdent à une industrialisation rapide de la région parce qu'il y a 1 million de soldats britanniques à nourrir, à habiller, etc. Il faut faire du montage sur place des pièces détachées qui arrivent aussi. Les tanks, les avions, ils arrivent en pièces détachées, on les monte sur place. Donc il faut des usines de montage. Etc. Donc toute l'économie de la région connaît une industrialisation rapide. Ce sont les années les plus profitables pour toutes les classes industrielles et autres, parce que de toute façon aucun produit européen ou américain n'arrive sur le marché local. Donc il faut des substitutions aux produits manufacturés. Donc économiquement c'est une guerre extraordinairement rentable pour l'Orient arabe, et éventuellement aussi pour le foyer national juif. En 1945, la situation paraît optimiste. La région est extrêmement prospère. Les Français ont été chassés de Syrie et du Liban qui accèdent à l'indépendance. Les États arabes sont membres fondateurs de l'ONU et la conférence de San Francisco. Les Américains qui sont arrivés ici apparaissent comme des protecteurs du nationalisme arabe. Donc l'optimisme est très grand. Et cet optimisme va se fracasser sur 1948, la guerre de Palestine. Là, ici, il n'est pas question de parler de cette guerre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la guerre de Palestine va introduire une militarisation des États arabes. Parce qu'ils se sont trouvés désemparés avec très peu d'effectifs. La totalité des États arabes engagés dans la guerre de Palestine ont pu envoyer jusqu'à 35 000 hommes. C'est ridicule. Donc les États arabes vont se militariser. Pensez qu'en 1973, l'armée égyptienne va atteindre près du million d'hommes. Vous voyez la différence entre les 20 000 hommes de l'armée égyptienne de 1948, un quart de siècle après, 1 million d'hommes. C'est le phénomène de militarisation dans le conflit israélo-arabe. L'arrivée des réfugiés palestiniens va geler la population de la région. Vous allez voir un paradoxe, qui est que les réfugiés impliquent de savoir qui est réfugié et qui ne l'est pas, qui est irakien, qui est syrien, qui est libanais, qui est jordanien. Donc, à partir du moment où on définit qu'il y a des réfugiés palestiniens, ça veut dire que les autres ne sont pas palestiniens. Et vous avez donc une rigidification des lois de nationalité à la cause des réfugiés palestiniens. Pour prendre un exemple, dans l'entre-deux-guerres, vous avez l'arrivée dans la région d'une vague de réfugiés venant d'Asie centrale, fuyant la domination soviétique. La région les accepte et les intègre, ils deviennent syriens, saoudiens, jordaniens, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. En revanche, les Palestiniens restent palestiniens. C'est-à-dire que la guerre de 1948 militarise les États et fixe les populations. Vous allez avoir, à partir de 1950, dans les révolutions arabes de la période, une série de caractéristiques qui vont durer jusqu'au printemps arabe.
Vous avez donc une militarisation des sociétés qui vont conduire à des dictatures généralement progressistes qui veulent industrialiser leur pays avec l'aide du bloc de l'Est, si possible, sinon avec les Américains, dans une stratégie qui est à ce moment-là vivement recommandée par tous les experts économiques du temps, donc il faut toujours s'en méfier quand il y a un consensus des économistes, c'est que c'est exactement la chose à ne pas faire. À l'époque, le consensus des économistes, c'est l'industrialisation par substitution des importations. Et comme ils ont l'expérience de la Seconde Guerre mondiale où ça a marché, parce qu'il n'y avait pas d'importation, le consensus, c'est donc qu'on met des très lourds droits de douane sur les produits manufacturés étrangers, de telle façon qu'on va les fabriquer à la place. Alors, autrement dit, par exemple, un véhicule automobile coûtera 4 fois plus cher qu'en Europe. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est une stratégie économique qui ne va pas marcher. Il faut le dire tout simplement, parce que les voisins, ceux qui sont en Asie du Sud-Est, comme la Corée, ils ont une autre stratégie. C'est pas de se couper du marché mondial, mais c'est de produire pour le marché mondial. Et en produisant pour le marché mondial, vous commencez par de la camelote, et puis ensuite vous montez en gamme. Et donc, la stratégie économique des pays arabes sera mauvaise, tandis que celle du sud-est asiatique, qui n'ont pas suivi le consensus des économistes, sera bonne. Ce qui explique la divergence, parce qu'en 1950, ou au début des années 50, Taïwan ou la Corée ou l'Égypte et la Syrie, c'est à peu près le même niveau économique en termes de développement. Donc ça, c'est pour l'économie. Ensuite, vous avez la rente pétrolière. La rente pétrolière commence à exercer son effet à partir de la fin des années 50. Avant, il y avait bien des revenus des pétroles, mais ils étaient marginaux dans les revenus des nouveaux États. Alors la rente pétrolière va exploser à la fin des années 60 à cause de la demande mondiale et puis ensuite à cause du quadruplement des prix du pétrole en 73, donc le premier choc pétrolier, puis le second choc pétrolier de 1980, etc. Alors la rente pétrolière provoque des dégâts absolument considérables. D'abord parce qu'elle est par à-coup. Certains États peuvent voir leur revenu multiplié par 5 et puis redivisé par 3 en 5 ans. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'idée tangible du revenu. Ensuite, que vous soyez socialiste ou capitaliste, ça ne change rien, puisque c'est l'État qui empoche les royalties de la rente pétrolière. Donc, vous dites l'Irak est socialiste et l'Arabie saoudite est capitaliste, mais en fait, 90% du budget des deux États vient du pétrole. Donc, la différence est en réalité relativement minime. Mais disons, si vous voulez, que l'on a, dans le cadre de la guerre froide, un cocktail, où d'un côté vous avez des dictatures progressistes, et de l'autre côté des monarchies pétrolières, qui s'opposent à ce qu'on appelle la guerre froide arabe. Et puis ensuite, à partir des années 70, cette guerre froide arabe se termine, et vous avez une convergence des modèles entre les dictatures progressistes et les monarchies pétrolières qui se ressemblent de plus en plus, ce qui fait que dans les dictatures progressistes tendent à devenir à ce moment-là des kleptocraties, en Irak, en Syrie et en Égypte. Ceci est évidemment très grossièrement résumé, mais on y reviendra peut-être. La fin de la guerre froide a introduit une domination américaine, un hégémone américain marqué par la Seconde Guerre du Golfe de 1990-1991, mais en même temps une incapacité structurelle des Américains à gérer les dossiers de la région de façon convenable, c'est-à-dire à la fois gérer le dossier palestinien et gérer le dossier irakien, ce qui conduit à la seconde intifada en 2000,
et à la guerre d'Irak de 2003, c'est-à-dire la troisième guerre du Golfe. Et dernier terme de mon galop hyper rapide, c'est que la région est entrée dans une grande transition démographique qui fait que les natalités s'effondrent avec des effets décalés selon les régions, d'où le résultat est que nous avons maintenant des pyramides des âges qui sont évasées. Enfin, la base est relativement étroite, ensuite entre 15 et 40 ans, la pyramide s'élargit, et puis ensuite elle a un petit pic à la fin. Donc massivement la population se trouve dans les classes 15-40 ans, c'est-à-dire les classes qui normalement devraient travailler, et là il y a un vrai problème. Alors d'un côté vous faites des économies parce que vous n'avez pas de vieillards à langer, ni d'enfants à mettre à l'école. Mais de l'autre, vous avez un problème d'emploi très considérable, ça c'est valable du Golfe à l'océan. Et ensuite vous ajoutez ça à cela le développement des moyens d'information contemporains, les télévisions satellitaires, l'Internet, etc. Et donc chômage plus Internet, pour être extrêmement grossier, et délégitimation des dictatures, quelles qu'elles soient, ont été les cocktails qui ont conduit au printemps arabe de 2011, mais je pense qu'on peut revenir sur ces sujets dans les questions.